Aujourd'hui, avoir un milliardaire Un peu aussi qui comment vit- le système, là, qui le vit- système de qualification des Ben, gens. tout le monde, on qualifie, on sort de l'école comme on sort de l'usine. On nous apprend à sortir aux heures permises, comme à l'entreprise. On nous apprend à obéir à l'autorité, comme dans l'entreprise. On nous apprend à être puni et à accepter la punition, comme dans l'entreprise. On nous apprend à avoir peur de l'autorité, du maître, du professeur, comme on aurait peur de la police, du politicien et de l'État. Donc en fait, c'est le pouvoir. Voilà, donc on nous éduque à obéir. On ne nous éduque pas à nous connaître. On ne nous éduque pas à connaître qui nous sommes. Parce que si nous connaissions qui nous sommes, nous aurions, toi et moi, que nous sommes libres. Tu vois? Et que cette liberté, personne ne peut venir nous le prendre. Parce qu'elle est au-delà de la pensée, au-delà du physique. Donc en fait, d'instant en instant, si nous sommes une masse à prendre conscience de ça, d'instant en instant, nous sommes prêts à mourir pour ça. Et on a vu des moments comme ça dans l'histoire de l'humanité où beaucoup de choses ont changé. Des moments comme en Afrique du Sud, face à l'apartheid aux États-Unis, avec Martin Luther King, en Inde, avec Gandhi. Mais c'était un moment de l'histoire. Et c'était une personne à la fois. Maintenant, imagine que ce soit chaque instant de l'histoire, avec 1000, 2000, 100 000, 1 million de personnes à la fois. Tout change spontanément. Parce que si spontanément, on arrête tous de vivre comme on vivait avant, on ouvre nos portes aux voisins, on commence à s'aimer les uns les autres, tout change. Et là, c'est pas une utopie parce que ça, c'est la réalité. L'utopie, l'illusion, c'est de prendre un milliardaire, de le mettre dans une haute tour et de payer pour que lui continue à exister. Ça, c'est une utopie. Aujourd'hui, on vit l'utopie du milliardaire, du riche. Ouais. On éduque nos enfants pour que ces enfants dirigent nos enfants. On achète nos maisons pour que sa banque, elle lui, gagne des intérêts. On travaille tous les jours, on donne des efforts pour que ça fonctionne comme ça. Tu vois? Et cette utopie-là, on l'a créée. Moi, on me posait la question, on me disait, mais Farzad, ce que tu dis là, je suis passé à la radio et j'ai dit aux gens, vous ne voulez pas que le milliardaire reprenne vos centres commerciaux? Reprenez-les vous. 100 000 Réunionnais, s'ils achètent tous les supermarchés, d'accord, ça leur coûterait moins de 3 euros par jour sur 3 ans. D'accord? Les gens ont dit c'est pas possible au départ. Mais un économiste était là, même lui il a dit pourquoi on n'y a pas pensé avant. Pourquoi? D'une part parce que ceux qui ont le pouvoir ne voudront jamais. D'autre part parce que les gens ont abandonné leur pouvoir d'agir. Ils les ont délégués aux politiciens, ils ont délégué aux entreprises, ils les ont délégués. Mais s'ils prennent conscience. Moi, après cet événement-là, je leur ai dit, vous êtes les Martin Luther King, vous êtes les Gandhi, vous êtes les gens qui changent le monde. Par contre, est-ce que vous arriverez à vous entendre? Est-ce que nous arriverons à nous aimer les uns les autres? Que dans cette entreprise où chacun devra donner 3 000 euros sur les 100 000, eh ben, toi qui as 1 million, tu pourras prêter à taux zéro sur 3 ans à ceux qui n'ont pas. Tu vois? Est-ce que toi qui es musulman, par exemple, tu accepteras qu'il y ait de la viande aussi qui ne soit pas halal dans le supermarché, ou qu'il y ait aussi du rhum et du vin ou du whisky? Est-ce que toi, qui es malgache, qui a été rejeté pendant un certain temps, tu es prêt à maintenant pardonner, laisser de côté le passé et rentrer dans une nouvelle relation? Tu vois? Et là est la question fondamentale. Ça, si cette équation on arrive à la résoudre ensemble, que l'on voit qu'on est un, qu'on n'est pas divisé, qu'on n'est pas différent, ben l'action qui émerge dans le monde, elle change tout. Il y en a un qui va dire, écoute, moi j'ai une entreprise, je la mets au milieu. On va avancer avec. Il y en a un autre qui dit, moi j'ai une maison, j'ai 8 chambres vides. Je la mets au milieu. Et tous on met en commun. Et tous on commence à avancer ensemble. Et dès que on nous sort l'armée pour venir nous maîtriser, ben, on dit, on est là, vous pouvez nous tuer, mais sachez qu'on a travaillé 50 ans, 100 ans, 200 ans, de génération en génération. Pour vous, pour l'État. Maintenant, on s'est rendu compte que l'État, c'est nous. Que c'est la nation qui dirige. Tu vois? Et ce discours-là, tu vois, il commence à apparaître dans les nouvelles générations de ceux
qui ne veulent plus faire politique, mais qui font politique autrement. De ceux qui ne veulent plus faire l'entreprise comme avant, mais qui le font de manière neuve, dans un partage total. De ceux qui disent, écoute, je vais vivre peut-être 80 ans, 100 ans dans ma vie. Il y en a d'autres qui vont vivre après moi. D'accord ? Alors qu'avant, on ne disait pas ça. Avant, celui qui parlait, il disait, après moi, le déluge. Moi, je parlais à un riche homme d'affaires qui faisait de l'import-export entre les pays du Moyen-Orient et l'Occident. Et il disait la chose suivante. Il disait, Farzad, sur chaque container, moi, je prends 3%. À vie. Je lui dis, et si on investissait tous nos pourcentages pour ce qui va se passer dans 100 ans, dans 200 ans, dans 500 ans? Il m'a dit non. Parce qu'après moi, le déluge. Après moi, il n'y aura rien. Après moi, ce sera fini. Et là, tu vois, quand tout se base sur le moi, on se permet tout. Tu vois, on va vendre des armes, on va vendre du pesticide, on va vendre des choses qui vont faire du mal aux autres. On va déployer des connaissances qui ne sont pas scientifiques, qui n'éduquent pas, mais qui détruisent l'éducation de l'enfant. Tu vois, la pornographie vient de là. Les films et les jeux vidéo violents viennent de là. Mais dès qu'on se rend compte que ce socle du moi sur lequel on a mis nos vies est en train de nous détruire, si on voit ça, on arrête et une vie nouvelle se crée sous nos yeux. Moi tu sais, je commence à le vivre dans nos vies, avec Nalini aussi. Parce que tu sais, quand on se rend compte que dans nos vies, dès qu'on prend la voie de l'ego, on souffre, on devient rigide, la vie manque de sourire, elle se prive de joie, ça devient une vie d'effort et de privation qui donne pas très envie en fait. C'est-à-dire un enfant qui nous voit vivre comme ça. Les privations, il y a un but pour ça. Les faux et les privations. Oui. Mais si on c'est se ça rend le compte, sens de la vie. Oui, mais si on sort de l'ego, d'accord, l'effort devient autre. Par exemple, regarde, je te donne un exemple. Quelqu'un qui veut apprendre un instrument de musique, d'accord, parce que son père lui a dit, c'est bon de faire ça, ça développe ton intelligence, et les gens de la haute société, eux, ils font ça aussi. Donc pour évoluer dans la société, il faut que tu apprennes à jouer d'un instrument de musique. D'accord ? L'enfant vient au cours, sans trop de conviction, pour plaire à son père. Il s'assoit, il essaie d'apprendre l'instrument, mais il n'y arrive pas. Comme il n'y arrive pas, son père lui dit il faut faire plus d'efforts. Et lui-même, il se dit il faut que je fasse plus d'efforts. Donc il va venir, il va s'entraîner encore et encore, faire de l'effort. Mais ce qui se passe, c'est qu'à côté de lui, il y a un autre élève qui arrive. Cet élève-là, il n'a pas de père à côté de lui. Mais il avait juste la curiosité de comprendre comment fonctionne, par exemple, le sitar. Comme ça, par curiosité, il est rentré dans le conservatoire. Et c'était le jour des inscriptions. On lui a dit, toi aussi tu peux t'inscrire. Il a dit, mais moi j'ai pas d'argent. Il dit, où sont tes parents? Mes parents ne sont pas là. Il dit, écoute, si tu n'as pas d'argent, aujourd'hui on a prévu dans notre pays un moyen pour ceux qui n'ont pas d'argent de venir quand même assister à un cours. D'accord? Et l'enfant dit, ok, je vais voir avec mes parents. Il y va. Il va s'informer, mais ses parents le rejettent. Ils ne lui donnent pas les papiers pour. Et il se retrouve sans rien. Désespéré, il revient au conservatoire juste pour écouter le son de cet instrument dont il est curieux parce qu'il veut savoir ce que c'est. Il a cette passion qui commence à germer en lui. Quand tout à coup, à la fin d'un cours, son regard croise celui du professeur, qui dit, tu es un nouvel élève? Il dit, non, j'ai pas pu m'inscrire, tu comprends, et puis il est gêné. Il dit, c'est pas grave, entre. L'élève suivant a décommandé. Il s'assoit. Le prof commence à lui jouer un air de sitar, et lui, il est figé, il regarde avec attention, comme si c'était de l'eau qu'il n'avait pas bu depuis des siècles. Et il dit, écoute, viens chaque semaine à la même heure, et je t'enseignerai tout ce que je sais à hauteur que tu pourras apprendre. Mais comme tu n'as pas d'instrument, et que je ne peux pas t'en prêter un parce qu'il faut de l'argent, et tu ne peux pas en acheter un parce qu'il faut de l'argent, je te conseille de venir au conservatoire et de jouer avec l'instrument qu'il y a dans le conservatoire. Si tu viens ne serait-ce qu'une fois par semaine, et que tu t'assois ne serait-ce que pendant 20 minutes, à faire exactement ce que je te dis, tu vas évoluer comme personne ne l'a jamais réalisé. Cet enfant vient,
le lundi, il reste une demi-heure. Puis petit à petit, dans sa passion de jouer, tout à coup il se rend compte qu'il est resté 1 heure. C'est l'heure de partir. Et puis sur son chemin, il rencontre le directeur du conservatoire qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Il dit « Ben, je viens jouer et m'entraîner parce que j'ai pas pu m'acheter le sitar. » Il dit « Ben, tu fais le lundi ?» Il dit « Oui, mais si je pouvais plus, je pourrais évoluer davantage. » Il dit « Ben, on te laisse le mardi aussi. Et puis on te laisse le vendredi aussi. On a de la place dans la salle. Il n'y a personne. » Et cet élève va évoluer. 3 mois plus tard, le prof l'invite dans un cours avec les autres élèves. Alors, il voit que les autres élèves sont là, leurs parents sont là, ils sont très bien habillés. Certains sont en kujda, certains sont venus dans des voitures, des belles voitures, tu vois. Mais lui, il est venu avec rien, il est venu à pied. Et puis, il écoute les autres, il rencontre les autres, ça lui fait plaisir. Et il se rend compte de quelque chose. Que il aime être avec les autres. Pas juste parce qu'il aime être, pas pour faire quelque chose. Et puis il se rend compte que les autres sont jaloux de lui. Parce qu'en fait son niveau dépasse celui qui est là depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans. Comment ils savent que son niveau... Parce que chacun... écouté. Bah si, ils l'ont écouté. Puis lui il joue vite, il joue bien, il a l'oreille, il a le rythme. Tu vois, ils se rendent compte, ils disent... Bah, lui, c'est sûr, il a au moins 10 ans derrière lui. Et le prof leur dit, il a commencé il y a 3 mois. Ouais. Et là, l'un des parents dit, mais c'est quoi ton c'est quoi ton secret? Et je dis, ben rien, moi mon secret, c'est que je suis venu ici chaque semaine et j'ai joué une demi-heure. La demi-heure est devenue 1 heure. Ouais. 1 heure est devenue 2 heures sur 2 jours, puis sur 3 jours, puis sur 4. Puis je suis venu de manière passionnée. Au début, j'ai eu mal aux mains. J'avais du mal à garder la posture parce que je suis handicapé. Ouais. Mais je me suis rendu compte que j'adore ça. Et que j'ai toujours soif de l'étape d'après. Quoi que je fasse pour évoluer, il y a toujours quelque part où évoluer encore et à connaître. Et j'adore écouter le prof jouer. Et je n'envie pas la technique qu'il a, mais j'écoute avec passion. Donc lui, il a fait ça sans effort. C'est-à-dire que il a donné... Il a été beaucoup plus actif, beaucoup plus attentif, beaucoup plus concentré, beaucoup plus vigilant, mais c'était sans effort. En fait, sa passion a racheté son effort. Il a eu plus mal que les autres, parce qu'il a imposé à son corps un entraînement plus rigoureux. C'était pas de la rigueur pour lui. Pour lui, c'était de la joie, c'était un plaisir d'y revenir sans cesse. Tu vois ? Et à chaque fois que c'était les vacances, le conservatoire fermait, et il ne pouvait pas aller au conservatoire. C'était fermé. Donc il ne pouvait pas jouer du sitar. Ouais. Donc il était frustré. Et dans sa frustration, tout ce qu'il pouvait faire le soir avant de s'endormir, c'est d'imaginer et de rêver qu'il était en train de jouer. Et c'était d'écouter les morceaux qu'il avait enregistrés de son maître. Et bien ça l'entraînait. Et quand il arrivait à nouveau derrière son instrument, c'était avec encore plus de soif, encore plus de ferveur, encore plus d'attention. Et donc son niveau prenait encore plus d'ampleur. Ben ça, c'est mon histoire. Parce que quand je suis arrivé au conservatoire, moi, j'allais chercher du travail quand j'ai entendu de la musique. Ouais. Je suis rentré au conservatoire. On m'a dit, monsieur, vous êtes venu pour inscrire votre enfant. Ouais. J'ai dit, non, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est un musée? Il dit, non, c'est un conservatoire. Ouais. Et dit, vous voulez vous inscrire? Saint-Benoît, Saint-Benoît, c'était. Gramoun-Lélé, salle Gramoun-Lélé. Ouais. Ils me disent... vous pouvez vous inscrire aussi. Il y a de la place. Ouais. J'ai dit, moi je peux jouer de n'importe quel instrument de musique. Ils me disent, ah bon, on ne te croit pas. Ouais. Je dis, donnez-moi 3 mois. Ouais. Je dis, d'accord. Puis on me dit, c'est tant d'euros. Je dis, c'est cher. Ils me disent, mais sur justificatif de ressources, ça peut être moins cher pour vous. Je dis, d'accord. Et puis, on me dit, le plus dur des instruments, c'est le sitar. Ouais. Les élèves abandonnent et il reste des places. Wow. Et j'y vais, puis je prends ça et la musique réunionnaise, le maloya, une langue que je ne connais pas. Et j'y vais et je prends beaucoup de plaisir et de joie. Chaque semaine, je m'entraîne. Puis je vois les autres parents qui disent, mais comment tu fais?
Et je suis témoin un jour que mon prof me dit, mon prof est mauricien. Comment il s'appelle? Il s'appelle Virabou. Indiren. Yoga Van... Oui, Yogi. Yogi Vali Malay, quelque chose comme ça. Il me dit, il y a une mère dont l'enfant n'arrive plus à jouer. J'aimerais que tu viennes pour voir comment débloquer la situation. Ouais. Mais là, il faut la ligne avec. Je suis venu au cours, Ouais. et puis il y avait la mère qui était là. Et la mère disait, moi je suis hindou, moi je suis machin, très orgueilleuse. Et elle me dit, notre fille, je l'ai appelée Ambroise. Et ambroisie, ça veut dire la nourriture des dieux. Et quand nous sommes la nourriture des dieux, nous devons connaître la musique des dieux, la musique divine. Et le sitar en fait partie. Je suis venu voir la fille qui était tétanisée dans l'effort que lui demandait sa mère, dans l'effort que lui demandait de jouer de cette musique. L'instrument de musique, c'était un petit instrument, un petit sitar pour enfants, était toujours dans la boîte. Je lui dis, n'ouvre pas la boîte. Je lui dis, qu'est-ce que tu ressens avant d'ouvrir la boîte? Ouais. Elle me répond pas, muette. Je lui dis, est-ce que tu ressens de la joie? Parce que moi, avant de l'ouvrir, je ressens, je suis fébrile, je me dis, c'est maintenant. Je suis impatient de l'ouvrir. Tu vois, j'ai attendu une semaine pour le voir, cet instrument. Je vais vivre quelque chose d'extraordinaire en ouvrant cette boîte, en touchant l'instrument, en observant les cordes, sympathiques et parasympathiques. Ça, c'est le conditionnement, là, je me rappelle. Tu vois? Il connaît Pavlov. Avec l'échelle. Et moi, j'adore ça, j'adore le moment où je vais ouvrir cette boîte. Parce que je vais découvrir quelque chose qui m'ouvre au monde, qui m'ouvre à l'Inde, qui m'ouvre à la spiritualité, qui m'ouvre à mes talents. Tu vois? Et j'adore ça. Et je vois qu'elle réagit à aucun de ces choses-là. Je lui dis, est-ce que ça te fait peur? Ouais. Elle secoue la tête comme ça, comme pour dire oui. Je lui dis, est-ce que ça te fait mal de l'ouvrir? Je lui dis, est-ce que parfois tu as envie de pleurer avant de l'ouvrir? Est-ce que ça te demande de l'effort? Elle me dit oui. Je me retourne vers sa mère, je lui dis, madame, la seule chose que vous pouvez faire pour que votre fille puisse jouer de cet instrument, c'est vous-même de descendre de votre chaise, de venir y jouer. Et y jouer avec une telle passion, avec une telle patience, que votre fille ait la soif de l'envie de le faire elle-même. Parce que si vous restez là-bas et vous lui dites faites des efforts pour y arriver, ça ne marchera jamais. Et ça, c'est la différence entre le monde de l'ego qui est plein d'efforts, sans joie, sans vie, tu vois, et le monde de l'esprit, qui est libéré de l'ego. Et nous, avec Nalini, on s'est rendu compte, en fait, parce que dès qu'on rentrait dans la dictature de l'ego, il y a quelque chose qui n'allait pas dans la vie. Il y a quelque chose qui cloche dans la relation, on n'arrive plus à sourire, on n'arrive plus à plaisanter les uns avec les autres, on ne sort plus dans des endroits insolites, on ne va plus face à la nature, on s'enferme dans le train-train quotidien, et puis on se dispute, tu vois. Dès qu'on se rend compte de ça, dès qu'on le voit, on se dit, oh là là, on s'est fait attraper par l'ego. Donc on sort tout de suite, on casse la routine, on prend la voiture, et on va faire autre chose. On dit, c'est pas grave si on n'arrive pas à atteindre nos plans, si on n'arrive pas à atteindre ce qu'on veut. C'est pas grave si on ne donne pas tout l'effort, parce que la vie, c'est de la joie. La vie, c'est cet état d'être où on accueille tout, les choses agréables comme les choses désagréables. Et le jour où on s'est marié, l'adjointe au maire a ressenti quelque chose en elle. Parce que tu vois, juste avant nous, il y avait un autre mariage. Et moi, je redoutais ça de toutes mes forces parce que, tu sais, moi, j'ai rien, je suis pas riche. Et je redoutais le fait que notre mariage se passe avant ou après un mariage extrêmement somptueux. Et il se trouve que, juste avant nous, c'était l'une des familles les plus riches de notre ville qui allait se marier. Donc, voiture somptueuse, une Porsche, une Mercedes devant, décapotable avec le champagne, la mariée, tout, mais vraiment tout organisé. Il y avait 200 personnes dans la salle. Nous, on était nous deux, le bébé et 3 témoins. Et il y avait un esprit qui était avec nous, un esprit de joie. Tu vois, on se rendait compte que dans le mariage précédent, les gens se regardaient en chien de faïence.
Ils se regardaient qui est à quoi, qui est venu avec quelle voiture. Il n'y avait plus de joie en fait. Et l'adjoint... C'est la façon de penser. Bien sûr. Tu crois ça, toi? Ben oui, mais c'est une évidence. Parce que quand tu vois le visage... Quand tu vois les visages des gens... Mais c'est comme ça avec les gens. Oui, quand tu vois le visage. Mais chez nous, c'était différent. Et ça, l'adjoint au maire l'a ressenti. Ouais. Et elle a dit quelque chose. Elle a dit quelque chose à la fin. Oui. Ouais. Elle a dit, vous voyez, la vie, finalement, c'est beaucoup plus que tout ça. Moi, je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, parce que vous êtes rentrés là avec beaucoup de joie. Et je vous souhaite le meilleur, parce que la vie, l'union entre deux êtres, c'est ça. Et elle a fait un discours que en fait, peu de gens, elle n'avait pas fait avant. Et comment on l'a su? Parce qu'à un moment donné, elle dit, mais pourquoi est-ce que je dis ça? Elle-même, elle s'est dit, mais bon, je suis en train de philosopher. Ouais. Et là, je lui réponds. C'est drôle parce que notre ami a filmé cet instant-là. Et je lui dis, vous voyez, la vie, c'est de pouvoir accepter, accueillir ce qu'il y a à la fois de désagréable et d'agréable. Et ça fait la bonheur, ça fait la joie. Et ça, c'est le fil tendu entre deux êtres. Et au milieu, il y a le précipice. Il faut qu'on soit extrêmement vigilant pour ne pas tomber. Qu'on soit très humble, très lucide. On est parti là-dessus. Et tu vois, nous, on s'est rendu compte que quand on vit comme ça, il y a la joie. Et quand il y a la joie, il y a des opportunités qui nous viennent. Cet appel-là, c'était déjà dans ta tête, c'était déjà formé, ça. Alors, même il y aurait eu des critiques, même quoi, cela n'aurait pas d'effet chez nous. Mais seulement pour le maire, là, je viens vous dire. Lui, c'est une personne, dans son métier de maire, c'est d'improviser, pas improviser, de préparer à faire un discours. Oui, c'est vrai. Alors là, c'est pas ton cas, c'est pas le premier qu'il a vu comme ça. Il doit avoir encore d'autres cas, comme des mariages simples, d'autres très riches, bien extravagants. Oui, et selon toi, il s'adapte en fonction Oui, il s'adapte. Mais il aurait suffi C'était vrai que nous, on a eu un mariage pas ordinaire, on n'avait pas de fanfare, de grande famille avec nous. Pour nous, c'était vraiment Mais un comment mariage toi, tu ne pourrais pas faire ça. Il fallait quelqu'un c'est rare, c'est très très rare. aller lui interviewer, demander son impression. Mais c'est moi, toi non, pas dans ton cas. Dans ton cas, toi tu allais lui demander ses questions, non, le maire allait exagérer pour te faire. Ah oui, non, on l'a pas, on l'a pas questionné. Il fallait mettre questionné. quelqu'un d'autre pour lui poser ses questions. Non, on l'a pas questionné. Mais non. Après, en fait, on pourrait pas. En fait, il t'intéressait pas aussi. En fait, le c'est bébé, pas élégant aussi d'aller demander. L'enfant était au milieu de nous. Nadine était là. Mais l'enfant j'étais là. ne connaît rien. Et l'enfant était au milieu de nous. Écoute ça. Il y avait sa présence. Et en fait, il y avait, tu sais, quand tu dis qu'on on prévoit la météo, mais qu'il y a des choses qui sont imprévisibles. D'accord? Bon, l'élu était en train de dire ce qu'il avait à dire, le discours était écrit. Ah, le discours était écrit. Oui, c'était le même. C'était le même. Ouais. Sauf qu'au milieu, l'enfant qui était là, ça, l'enfant qui n'était pas prévu. Et l'enfant dit ah. Il commence à crier. Et il dit, ben, vous avez des témoins vraiment dynamiques. Non, ça c'est vous agrémenter. Et on commence à rigoler tous ensemble, ouais. à s'amuser tous ensemble. Et tout à coup, on se rend compte qu'on est dans un moment qui n'était pas prévu. Tu vois? C'était le maire même ou bien son adjoint? C'est son adjointe. Ouais. Une femme. Ben, là aussi, il y a eu la différence, tu vois. Pour le riche, peut-être, le maire même aurait fait le déplacement. Non, il y avait l'adjointe aussi. Hein, l'adjoint même. Parce que le maire, là, il vit même plus à Saint-Benoît. Hein, il vit à Saint-Gilles. Il vit à Saint-Gilles. Mais comment il est maire de Saint-Benoît, il vit à Saint-Gilles? Tout le monde se pose la question. Non, peut-être ça c'est son comment, son deuxième maison. C'est possible. En tout cas,
on s'est rendu compte là, on se rend compte, nous, Ouais. que la vie, au-delà de l'ego, Ouais, ouais. est beaucoup plus joyeuse à vivre. Sans effort, et plus de sourire, Ouais, ouais, ouais. tu vois. Et ça, par exemple, quand on rencontre quelqu'un d'agressif ou quand on rencontre quelqu'un qui est dur avec lui-même ou avec quelqu'un d'autre, eh ben, quand on a relation avec lui, cette personne a tendance à s'adoucir. Tu vois. Et la relation s'adoucit. Et on se rend compte que comme ça, on peut tout demander à la vie. Tout. Par exemple, on peut arriver quelque part Ouais. et puis dire ben, on veut être locataire ici, même si c'est trop cher, et on va demander à ce qu'on nous baisse le loyer. Ouais. Ça marche. C'est ce qu'on a fait avec Nalini. Par 3 fois, on a fait ça. Par exemple, on veut acheter une voiture, et puis on se rend compte que ben on a juste ça comme budget, et puis on va dire ben moi je suis prête à l'acheter, mais que pour ce budget-là. Et puis la vie nous donne. Mais à la Réunion, j'ai la voiture après 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, la voiture. Ils changent de voiture. La Réunion, les gens sont plus riches qu'à Maurice. Non, on parle de nous. On fait pas partie des gens riches là-bas. Bon, écoutez. Tu vois. Et en fait, on se rend compte que Même les gens qui ne sont pas riches à la Réunion vivent mieux que les gens. oui, si on compare, ben, ceux qui vivent ici vivent mieux que ceux qui sont à Madagascar. Ceux qui sont à Madagascar Comme- Au matériel. vivent mieux que ceux qui sont en Afrique. Les gens qui sont. En Inde, Ça, c'est pas. Là, c'est. Non. On voit les conditions matérielles. Voilà, là on compare. Où Mais est-ce que les gens sont plus heureux Par exemple, quand on a une vie simple, modeste, on est plus heureux que quand non, on non, a. non. Si, moi, je. Il faut Moi, pas- j'ai observé pas la simple. différence. mais il faut au milieu. Hein. Ouais. Mais ça c'est un autre débat. Ouais, ça, C'est un juste débat de comparer il y a les des pays. boules tout là, ça. arrivé pour penser la qui de plaisir. Ouais. Je Et vais vous parler. par contre, ce dont on parle là, le vrai sujet, c'est de dire que quand on vit dans la joie, au-delà de l'ego, en fait, la vie devient un partage, devient un échange de tous avec tous. Je te donne un exemple. Moi, je suis un conférencier misérable. C'est-à-dire, je ne suis pas le gros conférencier à qui on donne une super grande salle, qui se fait payer 5-10 000 euros pour faire son speech. Ouais, un petit budget aussi, ça peut aller. En fait, il y a quelqu'un qui va venir et qui me dit, moi, je peux avoir la salle de la mairie, puis tu vas pouvoir venir faire ta conférence. Je fais la conférence dans la joie. On met ça sur Internet, Ouais. d'accord? Et puis tout à coup, il y a quelqu'un qui vient et dit, moi, j'ai une grande demeure, une grande maison, Ouais. avec vue sur la mer. Maman, c'est- Viens, Ah, on, fait ouais, ouais. on fait ta prochaine conférence Ouais. chez moi, à la maison. Ouais. D'accord? Et en fait, il y a une ouverture de plus en plus grande qui se fait dans la vie de celui qui est dans la joie au-delà de l'ego, sans rien vouloir et sans aucun effort. Tu vois? Par exemple, je ne savais pas qu'on pouvait enregistrer les conversations. Il y a quelqu'un qui me dit, bah, tu peux le faire. Voici de la technologie. Non, il faut demander. Non, non, même tu as la technologie. Oui, mais Attention. toi, tu sais pas. Et toi, tu l'as pas demandé. Il y a la vie Non, mais fait quand que... tu ne sais pas, il faut poser la question. Oui, Ouais, mais attention, ça, c'est quand tu veux. Ça, c'est quand tu veux, il y a de l'effort. Mais quand tu veux pas, Ouais, ça. au juste moment, la vie te donne l'opportunité. Tu vois, elle t'ouvre la voie. Par exemple, moi, à un moment donné, la vie m'a ouvert la voie. Elle m'a dit, tu vas devenir présentateur de télévision. Et aujourd'hui, ben, j'anime une émission sur une TV. télévision locale Et quel côté ça qui s'appelle La Réunion est là, sur Télécréole. Mais c'était pas prévu. Ben, Pourquoi c'est Attention. arrivé? C'est pas arrivé par ego. Parce que si c'était arrivé par ego, il y aurait eu de l'effort. Il y aurait eu Farzad qui aurait dû proposer quelque chose aux différentes télévisions, se mettre à genoux, faire de l'effort. Mais là, en fait, Farzad un jour a été invité sur un plateau télé ouais. et le présentateur, 2 semaines plus tard, lui a dit, est-ce que ça te dirait, toi, de présenter? D'accord? Et la vie a ouvert la voie. Ouais. À travers lui, à travers moi. Ouais. Tu vois, c'est différent, c'est sans effort. Et quand je me suis installé là derrière le pupitre pour présenter, je te montrerai les émissions si tu veux, Ouais, tout à l'heure on va voir ça. j'ai découvert que la connaissance me venait de l'intérieur Exactement ça. et d'autre part la vie m'invitait à rencontrer d'autres personnes expérimentées Ouais, que je n'avais pas cherchées. ouais. D'accord?
qui m'enseignait, qui m'apprenait, qui me faisait grandir. Et ça, je peux te dire, c'est une vie, elle est savoureuse. Et quand on m'a dit viens, moi j'ai pas dit non à la vie. J'ai pas dit c'est pas possible. J'ai pas dit j'ai l'enfant avec moi. Ouais. J'ai dit je viens et je viens avec l'enfant. Ouais. Et les gens, les réunionnais, Sens étaient toi-même surpris. et parle Parce au qu'ils me monde, voyaient œuvre en venir avec toi-même l'enfant. et change Lui, le il monde. était derrière la Peut-être régie. es-tu C'est là où on voit les l'individu télévisions. dont les rires Et et il me les voyait passer dans la larmes télé. fait naître Ouais. l'enthousiasme. Tu vois, un enfant. Ouais. Et la technicienne qui était là s'occupait de lui pendant l'émission. Et après, je le récupérais. Et à l'antenne, un jour, Ouais. j'ai dit, vous voyez, les amis, moi je viens ici, c'est pour servir la Réunion et les Réunionnais. Ouais. Je suis venu avec le bébé. Et aujourd'hui,